Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur le nouvel automobiliste Road Story et Automatin pour l'essai du Mitsubishi ASX 143 InStyle, la version hybride classique du nouveau ASX, le petit frère du Renault Captur. Comme je n'avais jamais essayé de Renault Captur réellement, j'ai trouvé très intéressant cet essai, une très belle découverte qui m'a fait mieux comprendre le succès du Captur en France avec une très large gamme de motorisation très pertinente, très efficace. Bon, pas très dynamique, mais c'est quand même un véhicule très familial. Et aussi découvrir l'intérêt et la valeur ajoutée de ce nouveau modèle qui arrive dans la gamme de Mitsubishi et qui n'est pas une duplication au rabais, mais il y a un vrai intérêt, en particulier avec la garantie 5 ans. En tout cas, un très bel essai que nous avons réalisé à Biarritz, entre la France et l'Espagne, en faisant de la petite route, de la grande route, de l'autoroute et la route très sinueuse à découvrir, et avec des performances et des équipements qui sont différents du Captur et qui donnent une vraie spécificité à ce nouveau véhicule de la gamme Mitsubishi qui va être complété par la Colt, qui va revenir, la célèbre Colt, qui elle sera la duplication de la Clio, avant d'avoir une nouveauté dont on reparlera à la fin de cet essai. À suivre. Bon, le petit tour de caisse, comme j'appelle, pour faire le tour du Mitsubishi ASX, alias le Mitsubishi Captur. Donc vous avez une calandre spécifique. En extérieur, c'est assez réduit. Vous avez ce badge un peu caricatural. Là, c'est la version hybride non rechargeable qu'on essaye. Sur les véhicules qu'on a à l'essai, ils ont rajouté les bas de caisse qui donnent un petit côté dynamique un peu différent. C'est pas si bête que ça vaut à peu près 600 €. Et à l'extérieur, vous avez aussi d'autres petites choses. Le coloris, il est aussi commun à Captur. Et puis vous avez l'arrière, vous avez un gros Mitsubishi, un gros ASX et un gros HEV. Donc HEV, pour les ignares comme moi, ça s'appelle un hybride classique non rechargeable à la Toyota. Pour le reste, c'est globalement le même look qu'un Captur. À l'intérieur, il y a quelques petites spécificités différentes. Vous avez le levier de vitesse qui est différent. Alors désolé, on a toutes nos petites affaires. La planche de bord, la barre en noir mat comme ça, c'est la même. On peut avoir des petits seuils de porte rapportés qui sont un petit peu différents. Et la seule vraie différence, et là on est sur la version haut de gamme, qui est cuir sur la partie en contact avec le corps. Mais bon, ça c'est tous les constructeurs qui font ça. Et donc là vous avez une sellerie qui est spécifique, et les 3 selleries de 3 niveaux, si je ne dis pas de bêtises, on le vérifiera et je vous le compléterai à l'audio quand j'aurai contrôlé, sont différents de ce que vous pouvez avoir sur un Captur. Alors là vous avez du cuir classique, en tissu vous avez un tissu sombre, et il y a un mixte cuir tissu qui se veut un peu plus sport. Là on est sur la version haut de gamme. C'est du 100% plastique au panneau de porte arrière, et à l'avant c'est du TEP, c'est-à-dire c'est du Sky dans la dénomination très populaire. Donc voilà, donc le grand écran entre guillemets du Captur, tout l'infotainment qui est la dernière génération du Captur. Donc globalement plutôt un produit up-to-date, des choses amusantes avec l'auxiliaire pour la clientèle n'est pas obligatoirement la plus jeune de tous les modèles, pour pouvoir brancher un téléphone avec un jack tout simple, et aussi des combinés classiques pour la climatisation. C'est pas si mal que ça. Et puis un très grand écran devant là, sur la version haut de gamme, où vous avez le rappel de la navigation. On a essayé l'Android Auto et le Google, l'Apple CarPlay qui fonctionne plutôt bien. C'est plutôt, en termes d'électronique et d'interface électronique, plutôt très sympa. Donc la version haut de gamme a aussi le toit ouvrant de série. Voilà. Donc c'est du classique, et quand on regarde les tarifs, vous le verrez dans le descriptif, c'est plutôt comparable à du Renault, mais avec un système où en fait vous avez 3 niveaux qui sont plutôt suréquipés. Voilà. Bon, j'ai la chance d'avoir mon Eric pour faire le mannequin cabine du ASX Mitsubishi, qui est quand même à les spécificités d'un Captur. Et donc une des choses assez sympas, c'est qu'on peut régler et faire coulisser à la Twingo 1. Alors vas-y, montre-nous la banquette arrière en une seule partie. On peut avancer et reculer, donc pour agrandir le siège et augmenter. Vas-y, tu peux avancer. Voilà, on peut vraiment faire varier. T'as des petits gamins avec des affaires à trimballer, les lits, les machins.
tu peux les avancer, ils sont plus près, et puis tu as des grands ados, tu peux faire ça, et puis bah, de toute façon ils partent juste avec leur téléphone, ils en ont rien à foutre, c'est des ados. Nous sommes au volant, carrément pas mal. Dans le superbe Mitsubishi ASX. Je suis avec Eric. C'est ça. On a choisi, il y avait la possibilité d'avoir soit un hybride non rechargeable, ce que nous avons pris, et un hybride rechargeable, dit PHEV. PHEV. Donc comme on trouve que l'un comme l'autre, que globalement, à part d'utilisation un peu spécifique, le PHEV c'est un peu, c'est pas obligatoirement la meilleure option, et qu'un hybride tout classique c'est quand même pas mal. Et puis on avait un peu oublié que chez Renault, parce que c'est quand même, c'est repiqué chez Renault, cette techno existait sur Capture, mais aussi sur Clio et sur Mégane, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Et donc c'est une redécouverte un petit peu pour nous. Moi je vais commencer par l'extérieur, on va essayer de faire le tour. Toi, qu'est-ce que tu en retiens de l'extérieur? Ah, les superbes marchepieds à 500 boules. Voilà, donc pour le clin d'œil, en fait, pour le Mitsubishi, pour faire assis, parce que la voiture elle ressemble tellement à une Capture qu'ils ont mis des marchepieds pour que ça soit un petit peu différent, pour que visuellement on identifie clairement sur les essais presse ça. Donc il y a des marchepieds. C'est pas mal, c'est bien. Non, c'est pas mal. Non, franchement, ça fait plus bas de caisse que marchepied. Oui, franchement, c'est pas mal. Ouais. Et ils ont rajouté aussi des seuils de porte ASX. Et puis un petit bac de coffre ASX, c'est aussi payant, 170 €. Voilà. Et puis un bac de coffre aussi ASX. Caoutchouté. Bon, on reviendra sur le coffre. Pour éviter de salir le coffre. Voilà. Donc à l'extérieur, il y a 2 badges chromés, pas très premium. Ouais, ça manque de finesse. Ça a eu besoin juste peut-être un peu de réduire la typo des badges en question. Hein. Bon, voilà. Un peu comme sur le Outlander en fait. Ça s'incruste bien sur les portières harmonieusement. Bon voilà, donc et l'extérieur, bah, globalement, nous on a à l'essai, on a que des hauts de gamme. Alors évidemment c'est du 18 pouces avec une belle peinture Biton, etc. Donc c'est plutôt valorisant, c'est plutôt sympa. On va faire le tour aussi de la question budget. C'est pas présenté de la même façon que chez Renault, mais globalement c'est comparable en termes de tarifs. C'est ça, sauf que c'est peut-être un peu plus équipé. C'est plus équipé, donc plus cher. C'est plus cher visuellement, mais quand on regarde à équipement comparable, c'est le même tarif. Puis il y aura peut-être un peu plus des meilleures disponibilités chez Mitsubishi que chez Renault. En tout cas, en termes budget, c'est relativement comparable. Moi, je vais aller aussi à l'intérieur. Après, on ira plus sur l'infotainment, parce que l'infodivertissement, ce que tu as, c'est toi qui es ta tasse de thé. Pour l'intérieur, moi, j'ai regardé, les selleries sont différentes. Donc, on reviendra sur le détail dans la vidéo. Je vous montre un petit peu ce qu'on voit, nous, à l'intérieur. Voilà, c'est des ambiances différentes par rapport à ce qu'il y a chez Capture. En tout cas, ça peut être aussi un critère d'achat. C'est un peu plus classique, austère sur Mitsubishi, mais il ne faut pas le prendre comme un aspect négatif. Non, c'est plutôt... C'est pas mal parce que là, des petites surpiqûres grises... Le haut de gamme, il est vraiment sympa. C'est travaillé, il y a du perfo avec un passepoil gris, etc. C'est plutôt, moi, je trouve moins clinquant que Capture ou en haut de gamme. Le design des appuis-têtes, je trouve ça excellent. Dans très franchement, l'intérieur, j'ai pas pu voir, je vous incrusterai des photos de l'intérieur des 2 autres versions sur Mitsu, mais en tout cas, le haut de gamme, il tient le choc et c'est plutôt classique, joli design. Donc c'est vraiment un plus. Et à l'intérieur, par rapport à un Capture, le pommeau de levier de vitesse là, qui est comme une boîte auto est différent. Bon, vous n'avez pas une différence gigantesque. Et les harmonies de bois sont avec des teintes légèrement différentes. C'est pas la fin du monde. Pour revenir au siège, tu oublié de parler du confort. Ouais. C'est vraiment très bien. Il y a consensus dans la voiture pour dire que passager, conducteur, on est super bien assis. Et on va aller aussi sur l'assise banquette arrière. Donc la banquette arrière est coulissante comme sur un Capture. De ce que j'ai pu sentir, parce que c'est un peu court, c'est plutôt confortable. Et même la partie centrale n'est pas un noyau de pêche, ce qui est assez exceptionnel chez les constructeurs, que la banquette arrière soit vaguement utilisable au milieu. Et donc la banquette à coulisses, on peut l'avancer au maximum. Genre, vous avez un enfant en bas âge, vous pouvez avancer et donc être à proximité du siège auto. Ça, je trouve que c'est carrément malin. Et puis c'est souvent là aussi on a le lit bébé, le machin, les trucs, etc. Donc ça agrandit le coffre. Et quand on veut le reculer, ça fait beaucoup de place. Il y a des grands ados, ils ont largement la place. Donc ça, c'est intelligent. La contrepartie, c'est que c'est un peu moins malin dans le coffre. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une planche qui cache le sous-plancher. Et forcément, quand on avance la banquette, ça laisse un espace entre cette planche et la banquette. Donc forcément, il faut penser à
caser cette Voilà, cette à se planche. débarrasser de la planche quand on a besoin. Et donc on sait pertinemment que cette planche-là va prendre la poussière au fond d'un garage ou quoi que ce soit. Enfin, Voilà. Ou alors on n'utilise pas la mobilité, la modularité, on l'utilise que ponctuellement, ce qui est un peu dommage parce que vu qu'il y a juste une petite poignée en coulisses, pour les vieux comme moi, c'est la Twingo 1, c'est le même truc, hein, c'est le même principe exactement, donc c'est vraiment, ça c'est un super truc. Mais il manque la petite touche de génie habituelle chez Renault, Mitsubishi, soyons positifs, et pour qu'il y ait la petite finalisation, pour que ça soit vraiment génial. Bon, intérieur, sur l'aspect classique, un truc qui est marrant, c'est que c'est des USB classiques. Il y a même un jack pour pouvoir connecter ton Nokia 3210 pour écouter Annie Cordy. Un jack 3.5, c'est bien, bien la première fois que je fais ça sur une voiture moderne. Mais bon, c'est agréable, enfin c'est une attention agréable. Donc, oui, parce que c'est pas si bête que ça, parce que je pense que pour la clientèle qui achète le Capture, qui est quand même pas obligatoirement du 20-25 ans, d'avoir cette attention où le mec il a pas obligatoirement une connexion Bluetooth machin, pour une fois il y a un peu d'empathie clientèle qui est pas si courante que ça. Voilà. Ça rattrape peut-être la non-astuce du plancher. Voilà, exactement. Et puis de ce que tu faisais, cette remarque qui est intelligente, c'est que on a une vieille clim à l'ancienne avec les boutons rotatifs et tout, c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal, ça évite de farfouiller sur l'écran. Puis tu peux régler, pendant que le GPS tourne, tu peux régler la température, c'est pas désagréable. C'est pas désagréable. Et donc je fais la transition, j'ai l'interface infotainment, là je te passe la parole parce que c'est toi l'expert. Qu'est-ce que tu en retiens, compteur de vitesse et le truc principal? Le compteur de vitesse il est assez lisible je trouve. C'est un peu, donc tu as deux compteurs numériques avec un espace au milieu où tu as différentes informations qui s'affichent, hein, comme la navigation, comme la conso, et tout ça est pilotable depuis le volant. Et tu peux changer la gueule que ça a si tu choisis en fonction du type, si tu es en éco, en sport ou en personnalisé. Ou en personnalisé, voilà. Donc non, c'est facile à prendre en main. On retiendra donc le Komodo sous le volant pour tout ce qui est audio et médias. Hein, donc, le Komodo Renault, voilà, qu'on avait dans les Renault 25, hein, c'est comme ça. Mais il n'y a pas à inventer le café sucré, c'est génial. Voilà. L'incrustation des aides à la conduite au volant. Bon, c'est aussi simple, hein, régulateur de vitesse actif et distance de sécurité. Donc voilà, c'est simple. Et puis la commande vocale du téléphone et de la commande des changements en fait des écrans sur du combiné central. Alors le combiné milieu, on va dire. C'est du Renault. Hein, mais c'est pas du sous Renault. C'est pas du sous Renault. Non, attention. C'est bien fait. C'est compatible Android Auto et CarPlay, forcément. On n'a pas réussi à le faire bugger, ce qui n'est pas toujours le cas chez tous les constructeurs. Hein, voilà. Après, en termes d'intuitivité, ça demande quelques manipulations. Ouais. Notamment quand on veut chercher à savoir la conso moyenne ou si on a conduit de manière écolo et quoi que ce soit. Voilà, c'est entre info et véhicule et réglage. Mais bon, c'est pas à la hauteur de BMW, quoi. Ouais, voilà, t'arrives à t'y retrouver quand même. C'est pas le plus intuitif, mais il y a pire. Il y a pire. Il y a pire, voilà. C'est ça. Donc, là-dessus, rien à redire. Après, il faudra voir effectivement à l'usage. Nous, on n'a pas eu de bug. Hein, mais bon. Et l'autre fonction qui n'est pas si courante que ça sur tous les GPS usines, qui des fois ont beaucoup vieilli, c'est que quand on a Apple CarPlay, il te gère Apple. Tu peux avoir le Annie Cordy en Apple CarPlay. Et le GPS d'usine. Enfin le GPS de la voiture. Et donc ça, c'est-à-dire qu'il arrive à gérer et avec des espaces qui sont définis. Et donc il sait gérer un peu intelligemment CarPlay au lieu de juste bloquer CarPlay sur l'écran en jetant CarPlay en disant démerde-toi avec CarPlay. C'est ça, il donne la possibilité de mixer les deux et de ne pas avoir soit le logiciel l'infodivertissement maison, soit CarPlay, soit Android Auto. Bon, le GPS, il est quand même un peu usine comme tous les trucs usines, c'est-à-dire que au lieu de te dire tout droit, il te fait à droite et à gauche, quoi. Enfin, voilà, mais il y a pire aussi. Il y a pire. Juste peut-être un petit bémol sur les instructions vocales où il t'annonce qu'il faut prendre la prochaine sortie et que en réalité, la prochaine sortie elle a 10 km. Donc bon voilà, c'est quelques points de détail. Mais bon, voilà. Donc c'est déplorable comme tous les GPS d'usine, mais c'est pas dans les plus déplorables. Il est supportable. On a réussi à l'utiliser pour utiliser les boucles. On s'est pas énervé en se disant on va le reprogrammer sur un téléphone. Donc c'est déjà ça quand même quand on l'a de pas cuisine. Non, franchement il n'y a rien à redire. En plus il est bien intégré sur le planche de bord.
Et bon, conduite. Toi, qu'est-ce que tu dirais châssis, frein agréablement surpris. Voilà, après, effectivement, hein, c'est pas une sportive, hein, malgré les combien 145 chevaux. 145 chevaux. Ouais. C'est pas du... Non, on va dire que châssis super bien, frein super bien, qui s'adapte à toutes les conduites. C'est-à-dire même en étant un peu actif, ça va, en étant pépère, ça va, il n'y a rien à dire. Nos camarades, certains ont trouvé que c'était pas très ça faisait encore un petit peu raide, etc. Moi, je trouve que c'est plutôt très bien suspendu. Et les sièges sont géniaux, donc voilà. C'est peut-être un petit peu raide, mais comme les sièges sont top, c'est un combo que je trouve qui est plutôt très réussi. Après, faut pas se laisser aller à l'enthousiasme, enfin, surtout avec la pneu. Faut faire peut-être un petit peu attention. C'est du pneu fait, c'est du bon pneu, mais qui est pour l'écologie et l'économie, et donc ça a ses limites aussi par rapport à ça, quoi. C'est ça. Voilà. Mais bon, voilà, ça tient le pavé. Voilà. En utilisation plus que normale. C'est ça. Là, en mode sport sur route grasse. Voilà, on s'est pas fait des. Mais on s'est pas fait non. Non, non. Il y a une limite à tout. C'est pas une voiture de sport. Et bon freinage. Très bon freinage. Touché. Globalement, endurance, enfin moi j'ai rien eu à dire l'un comme l'autre. Direction ultra précise, ouais. Comme tu l'as fait remarquer tout à l'heure. Et qui s'adapte vraiment, qui est très adaptatif, je trouve, et où tu peux rouler vite, tu peux rouler détendu, et un bon tout, globalement une bonne sensibilité pour une électrique. Ouais. Globalement quand même très très bien. Et après. C'est dur à vider la batterie d'ailleurs. Oui. Par l'électrique, avec notamment avec la régénération, que ce soit en mode B ou. Donc mode explique, mode break, c'est comme un peu la régénération maximale électrique. Voilà, c'est ça. Voilà, dès que tu lèves le pied de l'accélérateur, dès que tu freines, tu sens la régénération, que ce soit. Autrement, oui, même en descente, tu vois que ça prend, ça régénère fort. Bon après. C'est une petite batterie. Hein. Ouais, a priori, on vous le confirmera en incrustation, elle est même un peu plus grosse que celle des captures, parce que comme c'est une évolution, mais c'est 1 kg, donc en effet, elle est très vite à remplir. Mais elle est 1,02 kg, je crois. Non, attention, pardon. Attention, Mitsubishi a précisé 1 kWh 0,2. Attention. Mais quand on regarde, c'est pas loin de 50%. On a fait du mix avec un peu d'autoroute, c'est le programme d'essai assez classique, c'est fait pour accentuer cet aspect-là. Mais c'est vrai qu'on a fait 40-50% du temps en électrique. On a fait à peu près la moitié du trajet de ce matin. Donc on a fait 40 km sur 80. 45 km sur 90 en tout électrique. Donc voilà, et ça ressort à peu près avec une indication, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de kilomètres, mais entre 5 et 5,5 en mixte et en roulant tranquille. C'est ça, on a fait, alors sur autoroute à 130, on peut le dire, on a fait 6,4. Voilà. Sur national, à peu près, on a fait du 5,4 c'est ça. En se conformant. Et en attaquant sur les petites routes, en tirant un petit peu, en fait, vous explosez pas. On va être à 6,8 à mon avis, en ayant conduit comme des sagouins, mais vraiment. Et de toute façon, ça vous incite pas parce que la voiture est quand même. C'est un petit défaut. Enfin, c'est moi mon truc. Il y a 145 chevaux, on ne sait pas où ils sont. C'est très lissé. Il n'y a pas de perte de motricité. C'est très sécurité. Ça emmène bien. Ça roule, mais quand vous appuyez, il se passe rien. Voilà. La boîte de vitesse, elle perd sa pédale d'ailleurs. Donc c'est fait pour être conduit familial. C'est pas fait pour hausser le ton. Donc c'est cohérent. Parce que là, nous, on est un peu trop excités, mais c'est cohérent, ça tient la route. Mais bon, moi, j'ai des petits défauts. Vous êtes sur autoroute, vous êtes à 120, vous mettez pied dedans, elle rétrograde pas. Ça veut dire que vous avez besoin de déboîter. Alors, je sais qu'on doit rouler à 130 km/h sur l'autoroute, mais vous êtes à 110, 116 de ce que j'ai estimé. Vous appuyez à fond, ça ne rétrograde pas pour vous décaler ou même doubler sur une départementale. Là-dessus, donc ça finit par emmener, mais il faut quand même une belle dose d'anticipation, ce qu'on ne s'attend pas pour 145 chevaux cumulés. C'est ça le problème. Donc, c'est 4. Autant sur autoroute, je vais dire, c'est pas très très embêtant, mais autant sur route nationale qu'on a besoin de doubler. On est complètement d'accord. Ça sera un peu plus litigieux. Oui, bruit, c'est plutôt bien insonorisé aussi, parce qu'on a fait des tests au sonomètre. Franchement, c'est pas mal. Alors, en ville, donc à 50, on est à peu près à 45 décibels. En revanche, sur autoroute, alors, on a pris la mesure en mode MySense où il y a un mix énergétique.
Donc on était à 60 et en sport, et on est monté à 90 décibels quand même. Et tu as eu l'impression qu'on allait plus vite? Et on n'allait pas plus vite. Par contre, en termes de bruit, c'était saoulant. Tu avais l'impression que ça patinait, que ça chouinait, c'était pas rigolo. Donc, encore une fois, globalement, sur une auto comme ça, le mode sport, en fait, c'est pour dire qu'il y a ça dans la gamme. C'est pas un mode sport, c'est plutôt un mode dynamique. Voilà, tout à fait. C'est ça, tu as tout à fait raison. C'est plus sur les sensations que sur réellement l'optimisation des performances de la voiture. Bon, de toute façon, qui n'est pas une sportive, donc ça, c'est là encore logique. Donc nous, notre auto qui est la plus chère avec entre guillemets tous les accessoires, combien c'est? 40 000 €. 40 000 €, c'est 39 les poussières, mais 40 000 €. Sachant qu'il y a 3 options payantes. Oui, voilà, il y a 800 € de trucs. Il y a vraiment tout dedans. Vous avez les jantes 18 pouces, vous avez la peinture, le GPS, le taux ouvrant. Ah tiens, une petite astuce du taux ouvrant qui s'ouvre via une molette rotative avec un cran. Donc je trouve que c'est très très précis. Et très intuitif. Très intuitif, mieux qu'une touche où il faut appuyer, on ne sait pas trop longtemps. Combien de temps, machin là, on tourne et c'est ça c'est en effet l'équipementier est malin et a fait une vraie évolution et un vrai plus par rapport à tout ça. Donc vous avez les vitres électriques, vous avez le grand GPS. Enfin bon, globalement à peu près tout ce que vous pouvez avoir, ce dont vous pouvez rêver dans une voiture classique bien équipée, sans que ça soit, il y a le maintien de fil, toutes ces merdes là. Enfin toi tu sais mieux plus que moi, mais moi j'aime pas. Il y a le maintien dans le fil, l'alerte franchissement, il y a... Caméra de recul, dernier petit commentaire sur la caméra de recul. C'est un peu pixelisé, enfin c'est l'impression que c'est d'un autre âge. Alors elle est bien placée, la caméra de recul, bien protégée. Mais bon, c'est pas en termes de... Donc ça n'a pas progressé de la même façon que le renouvellement de 2021 de la photo. En termes de qualité de vue, c'est pas génial. Alors, on a la possibilité, effectivement, au niveau du parking, du parc assist, en fait, de désactiver soit les deux caméras, soit l'une, soit l'autre. Donc c'est pas trop mal, puisqu'il faut dire qu'il y a une caméra avant. Donc c'est bien pratique quand on doit se garer dans des endroits, notamment dans Paris, pour pas citer, ou sur les côtés, généralement, vous avez des bits et on les voit jamais, et un coup à flinguer ses jantes. Donc voilà, c'est bien pratique. Une vue à 360 aussi, pas mal, mais bon voilà, je trouve qu'elle est plutôt bien équipée. Voilà, mais bon, nous, voilà, mais sachant qu'on est un peu biaisé, parce que on n'a pas de comparaison aussi avec les bases, etc. On essaye le modèle haut de gamme, on met toujours ce bémol-là, donc c'est toujours bien et mieux. Par contre, la tenue de route, le freinage, la régénération, tout ça, c'est sur toutes les voitures. Voilà. Et le seul petit défaut, si je dis pas de bêtises, c'est que le modèle, vous regarderez, pareil, je le mettrai en commentaire, les modèles de base premier prix ne peuvent pas avoir le tout équipement et le haut de gamme. Donc c'est souvent la motorisation plus importante et compléter des équipements haut de gamme. Voilà, faut tout monter, c'est fait pour te faire grimper en gamme. Bon voilà, donc c'est une bonne Renault, une bonne Mitsubishi. Ouais, c'est une bonne Mitsubishi. Ouais. Voilà. Non, mais on va dire que Mitsubishi a plutôt fait bonne pioche en récupérant, d'ailleurs ce qui se vend très bien chez Renault, les bons produits. Ils vont avoir de la Clio qui va arriver en Colt. C'est quand même des bons choix parce que c'est quand même les bons produits thermiques de chez Renault et qui définitivement quand même le thermique il n'est pas mort. Non. C'est quand même carrément mieux. Voilà. Et du thermique et de l'hybride comme ça non rechargeable, c'est quand même vraiment mal. Merci mon Eric, à bientôt. Je te remercie, monsieur. Il me reste à parler concurrence et tarifs que nous n'avons pas abordé avec Eric. Tarif globalement, la SX est 2000 € en prix facial, plus cher qu'un Capture, mais avec souvent des équipements supérieurs, comme par exemple pour notre version InStyle à 38 000 € par rapport à un Capture équivalent à 35 000, mais elle a l'audio Bose, le toit panoramique et le système de conduite semi-autonome. Donc on est complètement dans des tarifs comparables avec une vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire la garantie 5 ans, 100 000 km. De Mitsubishi à la concurrence, il y a le 2008, le leader, mais qui n'a pas d'hybridation, le C3 Aircross sans hybridation, qui lui est moins cher, la Toyota Yaris, qui elle a la possibilité d'avoir une transmission intégrale, et bien sûr le Hyundai Kona, pas très beau, mais qui a lui aussi une très belle garantie 5 ans. Donc il y a 3 niveaux de finition qui permettent de commencer à
25 000 € avec l'Invite, où vous avez déjà un écran de 7 pouces central, des jantes avec enjoliveur, un régulateur de vitesse et ce genre de choses. Donc une gamme très bien construite. Vous pouvez retrouver dans l'article que nous avons fait sur le nouvel Automobiliste le détail des options, des équipements de ce véhicule, mais qui définitivement n'est pas un modèle au rabais et une simple duplication non pertinente et un petit peu souvent, comme c'était arrivé, pour les duplications et les clonages, des fins de vie de véhicules qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt. C'est vraiment une belle réussite que cette opération. À bientôt.